Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9, l'Instagram pharaonique. La découverte la plus emblématique, mais aussi l'une des plus effrayantes jamais faites dans l'histoire de l'archéologie est le masque mortuaire de Toutankhamon. Symbole non seulement de l'opulence des dirigeants suprêmes d'une des civilisations les plus impressionnantes de l'histoire, mais témoin aussi de leur relation unique et ambiguë avec la mort. C'est certainement le plus reconnaissable de tous les trésors sortis de la tombe du jeune pharaon, et comme nous le savons, les Égyptiens étaient à la fois obsédés et fascinés par la mort, la momification et la vie après la mort. Les traditions égyptiennes étaient très rigoureuses dans les pratiques et la préparation des morts, et c'est de là que vient le masque mortuaire. Le masque mortuaire était reproduit avec les traits du visage du défunt, puis placé sur son visage dans le cercueil. Le masque était censé aider à guider l'âme du mort vers l'endroit où son corps physique était enterré, et si quelque chose arrivait au cadavre, le masque servirait de refuge sûr où l'âme pourrait se cacher. Mais le visage semble quelque peu déroutant, avec des traits souvent déshumanisés. Selon l'historien Dan Snow, les Égyptiens réalisaient un portrait idéalisé de leur souverain. C'est ce qu'il appelle le visage Instagram. Le visage était fait pour être le plus beau possible et recouvert de métal doré. De cette façon, il pouvait durer pour toujours, et dans le cas de Toutankhamon, son masque a certainement duré une éternité. Il se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire, et c'est l'une des reliques les plus reconnaissables dans le monde. Et c'est aussi l'ancêtre des filtres Instagram d'aujourd'hui. Numéro 8, l'obélisque inachevé. Un obélisque inachevé a été enterré sous les sables d'Égypte depuis des milliers d'années et n'a été retrouvé qu'en 2017. C'est une structure massive qui ressemble presque à un géant endormi, à moitié caché sous le désert. L'obélisque a été découvert à Assouan, dans le sud de l'Égypte en 2017. Daté d'au moins 3500 ans, la plupart des égyptologues s'accordent à dire que le pharaon féminin Hatshepsut a commandé l'obélisque au cours du règne de la 18e dynastie. Et une fois terminé, il aurait mesuré 42 mètres et pesé 1200 tonnes. Un obélisque est une tour géante à 4 côtés, généralement couverte de hiéroglyphes et que l'on trouve souvent à l'entrée des temples. En réalité, les obélisques sont des exemples si impressionnants d'architecture et de patrimoine que la plupart ne se trouvent même pas en Égypte. Rome à elle seule conserve 13 obélisques transportés du 1er au 4e siècle, depuis les temples d'Égypte ou spécialement fabriqués pour Rome dans les carrières d'Égypte. Tombés ou jetés à terre durant le Haut Moyen-Âge, la plupart d'entre eux ont été réérigés par le pape Sixte Quint et son architecte Domenico Fontana de 1587 à 1589 afin d'orner les places de la ville. Le seul à n'avoir jamais été renversé est l'obélisque du Vatican, qui fut transporté à Rome par Caligula pour orner la spina de son cirque du Vatican. Il est dépourvu d'inscription et provient sans doute d'Héliopolis. D'autres villes de l'Empire romain ont eu des obélisques, comme l'obélisque de Constantinople à Istanbul en Turquie, qui provient du grand temple d'Amon-Ra à Karnak, et c'était celui de Thoutmôsis III. Et vous connaissez sûrement celui qui orne la place de la Concorde à Paris, à savoir l'obélisque de Luxor ou encore les 2 aiguilles de Cléopâtre, qui sont 2 obélisques, l'un se trouvant à Londres et l'autre à Central Park à New York. Mais pourquoi alors cet obélisque particulier est-il resté inachevé? Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait été bien plus grand que n'importe quel autre obélisque érigé auparavant. Mais au lieu de cela, il a été tout simplement abandonné. La plupart des archéologues pensent que lorsque les ouvriers essayaient de le libérer du socle rocheux, une fissure géante est apparue, le rendant pratiquement inexploitable. Et comme ils ne pouvaient rien en faire, les Égyptiens l'ont simplement laissé là pour que nous le retrouvions des milliers d'années plus tard. Le site est aujourd'hui un musée en plein air que tout le monde peut visiter. Mais pensez-vous que les obélisques éparpillés autour du monde doivent-ils être restitués, et même ceux qui ont été offerts par des gouvernements égyptiens par le passé? Dites-le moi en commentaire. Numéro 7, la plus belle tombe d'Égypte. Si je vous demande quelle est la plus belle tombe d'Égypte, vous penserez sûrement à celle de Toutankhamon. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est aussi l'une des plus déroutantes, car elle ne remplissait pas sa fonction première. Il s'agit de la tombe de Séti Ier. Et bien qu'il ne soit pas le pharaon le plus réputé, il était incroyablement important pour les Égyptiens. Séti Ier a régné pendant la 19e dynastie d'Égypte. Il était le fils de Ramsès Ier et le père de Ramsès II, et il a probablement
probablement régné entre 1294 avant Jésus-Christ et 1279 avant Jésus-Christ. Au cours de son règne, Séti Ier s'est attaché à rétablir l'ordre dans tout le royaume égyptien, et ce, tout en reprenant le contrôle de l'ancienne Syrie. On peut même admirer des exemples de ses grands succès militaires sur la façade du temple d'Amon à Karnak. Et même s'il était un grand souverain, sa renommée a été largement éclipsée par son fils. La tombe de Séti Ier est connue sous le nom de Kv-17 et a été découverte en 1817 dans la Vallée des Rois. C'est la tombe royale la plus longue et la plus profonde de toutes les tombes du Nouvel Empire. C'est aussi la toute première tombe dont tous les passages sont décorés. En réalité, c'était la tombe la plus somptueuse jamais conçue. Elle mesurait environ 136 mètres de long. Mais étonnamment, Séti Ier lui-même ne se trouvait pas dans la tombe. Son corps a été retrouvé en 1881 dans la célèbre grande cache de momies découverte à Deir el-Bahri. Numéro 6. La pierre de Rosette. La plupart des gens sont relativement familiers avec la pierre de Rosette, mais tous ne savent pas d'où elle vient ni ce qu'elle est réellement. Au XIXe siècle, la pierre de Rosette a été essentielle pour aider les chercheurs à enfin déchiffrer le codage des anciens hiéroglyphes égyptiens. Il s'agit d'une pierre de granit noir en forme irrégulière, longue de 114 cm et large de 72. La dalle de pierre a été découverte par des ingénieurs dans l'armée de Napoléon Bonaparte en 1799. C'est aujourd'hui l'un des artefacts les plus célèbres au monde. Effet intéressant, elle a été prise par les Britanniques après leur victoire sur les Français en Égypte, tout juste 2 ans après sa découverte. C'est pourquoi elle est aujourd'hui exposée au British Museum de Londres. Sacré roast-beef. La pierre de Rosette contient un décret datant de 196 avant Jésus-Christ, rédigé par le nouveau souverain d'Égypte, Ptolémée V, vantant combien il était généreux et pieux. Bien sûr, on le croit sur parole. La pierre était à l'origine exposée dans un temple, mais elle a ensuite été retirée pour des raisons qu'on ignore. Le décret sur la pierre a été écrit en hiéroglyphe égyptien standard, qui à l'époque était surtout utilisé par les prêtres, en démotique égyptien ancien, la langue des gens du commun, et en grec ancien. Cela a aidé les chercheurs à comparer les mêmes phrases écrites dans 3 langues différentes. La pierre de Rosette a permis aux scientifiques d'enfin percer le mystère de l'ancien système d'écriture égyptien, qui jusqu'au début des années 1800 était un mystère complet. Numéro 5. La reine mystère d'Égypte. La seule chose que nous savons avec certitude sur Kia, pas la voiture, la mystérieuse femme d'Amarna, c'est qu'elle s'appelait Kia et qu'elle était mariée au pharaon Akhenaton. Tout le reste n'est que spéculation. Ce qui devait être son cercueil a été adapté pour l'enterrement d'un pharaon, donc nous ne savons pas où est son corps, et les reliefs la représentant ont été retaillés à l'effigie de la fille d'Akhenaton suite à sa mort, suggérant que ceux qui sont venus après elle voulaient la déshonorer. Certains historiens pensaient que son importance venait du fait qu'elle avait peut-être donné naissance au futur Toutankhamon et qu'elle serait morte en couche. Cette théorie est infirmée par les dernières études qui ont révélé que Toutankhamon était le fils d'Akhenaton et de sa propre sœur et épouse secondaire, à l'identité inconnue mais surnommée Younger Lady par les égyptologues. Certaines de ces sources indiquent qu'au sein de la cour royale, elle a gagné le titre de très aimée. Son titre complet était épouse très aimée du souverain de Haute et Basse-Égypte, indiquant qu'elle était préférée à toutes les autres épouses d'Akhenaton. Mais si c'est le cas, comment a-t-elle pu être pratiquement effacée de l'histoire et pourquoi? Selon certains égyptologues, elle ne ferait peut-être qu'une avec la princesse mitannienne Tadoukipa, dont parle la correspondance diplomatique d'Amarna et qui avait épousé Amenhotep III. Tadoukipa était la fille du roi de Mitanni, Tushratta, et aurait changé son nom pour celui de Kia sous le règne d'Akhenaton, dont elle serait devenue l'épouse secondaire. D'autres pensent que les preuves étant insuffisantes, Kia était très probablement égyptienne ou bien nubienne. Son identité et les raisons pour lesquelles certains ont tenté de l'effacer de l'histoire restent tout de même un très grand mystère. Numéro 4. Selfie égyptien.
des archéologues viennent de mettre à jour une fascinante collection de momies de la période gréco-romaine égyptienne en excellent état. Les momies ont été trouvées à El Fayoum, enveloppées dans des bandages en lin, certaines portant des masques dorés et d'autres avec des visages peints sur leur sarcophage en bois. Normalement, les cercueils de cette période ne sont pas décorés, mais ces tombes datant de 2000 ans a été trouvée dans une partie reculée du désert et regorgée de peintures colorées et de nombreux hiéroglyphes racontant l'histoire de la famille. Cette partie de l'Égypte était autrefois une riche oasis et les gens d'ici pouvaient se permettre davantage de luxe que la plupart des Égyptiens de l'époque. Et à ce moment-là, l'Empire romain exerçait une très grande influence sur l'Égypte, chose que l'on peut constater par l'architecture, le style artistique et les vêtements que les gens portaient à cette époque. Plus de 1000 portraits de personnes de l'époque gréco-romaine ont été découverts dans la région. Peints sur du bois, ils étaient généralement posés sur les bandages des momies décorées. Les familles aristocratiques égyptiennes sous la dynastie ptolémaïque pensaient que tout ce qui était romain était en vogue, et ces portraits représentent la plus grande collection de portraits antiques trouvés à ce jour. Mais quand les fouilles sauvages ont commencé, tout le monde s'est mis à tout déterrer d'un coup et à séparer les momies de leurs cercueils et les portraits de leurs visages. Trouver des personnes enterrées il y a des milliers d'années avec un portrait réel de ce à quoi ils ressemblaient réellement est tout simplement un miracle. Numéro 3. Le puits d'Osiris. Sous la chaussée menant à la pyramide de Képhren à Gizeh, il existe un puits souterrain rempli d'eau. Les chercheurs ont appris en 1945 que des guides touristiques y descendaient pour nager mais n'ont pas enquêté sur la chambre. Entre-temps, le puits est devenu un lieu de baignade très populaire et une véritable attraction pour les gens qui croyaient que le puits était relié à des tunnels qui menaient à la fois à la grande pyramide et au Sphinx. Mais suite à de nombreuses histoires et spéculations, en 1999, l'égyptologue Zahi Hawass a finalement fouillé le site surnommé le puits d'Osiris. Son équipe a découvert un complexe de chambres descendant jusqu'à 33 mètres sous terre et composé de 3 niveaux. Et ils y ont découvert au moins 7 sarcophages appartenant à des prêtres d'élite. 5 des cercueils ont été retirés du site et 2 y sont restés. Le puits d'Osiris a été originellement daté de 600 avant Jésus-Christ, mais de nombreux experts pensent qu'il est beaucoup plus ancien et les chambres les plus profondes sont gorgées d'eau et les tentatives précédentes pour les vider ont jusqu'ici échoué. Les experts ne savent pas d'où vient l'eau, mais ces niveaux fluctuent et il est impossible de s'en débarrasser. Certains pensent qu'un sarcophage partiellement submergé dans une des chambres puisse s'agir d'une tombe symbolique dédiée à Osiris, le dieu des enfers. Celle-ci prenait l'apparence d'une île entourée par les méandres du canal qui semble justement délibérément conçu de façon à être rempli par les eaux de ruissellement souterraines. Et ce n'est pas tout. Un nouveau tunnel s'ouvre dans la partie nord-est de l'endroit le plus profond du réseau, un endroit très étroit et encombré de boue. Son entrée est juste assez large pour laisser passer un enfant et depuis 1999, plusieurs tentatives ont été effectuées pour l'explorer, mais en vain. Une nouvelle expédition est actuellement en cours, mettant en œuvre un robot japonais pour tenter justement de découvrir ce qui a motivé les anciens Égyptiens à creuser ce nouveau réseau de tunnels dans la roche à une aussi grande profondeur. Nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. Numéro 2. Test de grossesse égyptien. Aujourd'hui, faire un test de grossesse c'est quelque chose d'assez anodin. Mais croyez-le ou non, cette option était aussi à la disposition des anciens Égyptiens, mais quand vous en doutez, leurs tests étaient très différents de ceux utilisés aujourd'hui. Les femmes égyptiennes qui pensaient être enceintes urinaient dans un sac d'orge et ensuite dans un sac de blé amidonnier. Si le sac faisait ensuite germer des semis, cela était considéré comme une confirmation de la grossesse. C'est dans le papyrus de Carlsberg et le papyrus médical de Berlin, tous deux datant du Nouvel Empire entre 1540 et 1080 avant Jésus-Christ, que figure la description du test de grossesse très populaire dès le Moyen Empire en Égypte, mais que l'on retrouve dans toute l'Antiquité, en Grèce et dans l'Empire romain. Mais le plus choquant dans l'histoire est que les médecins estiment que le taux d'exactitude d'un tel test serait d'environ 70%, ce qui est beaucoup mieux que de deviner
d'impressionner ou d'espérer. En outre, l'utilisation de 2 sacs avait un but bien précis. Si des germes poussaient dans le sac d'orge, c'était le signe que le bébé serait un garçon. S'il faisait leur apparition dans le sac de blé, c'était une fille. Mais par contre, ce deuxième test donnerait des résultats beaucoup moins précis. Et ce, bien que les femmes de l'Égypte ancienne avaient des concentrations d'œstrogènes plus élevées dans leur corps que les femmes d'aujourd'hui. Il est donc difficile d'en être sûr. Mais le plus étonnant dans tout cela est que les Égyptiens de l'Antiquité ont compris que l'analyse d'urine était la clé pour confirmer une grossesse il y a bien longtemps. Numéro 1. Des millions de chiens momifiés. Dans une série de catacombes situées légèrement au sud du Caire, des chercheurs ont récemment découvert un site funéraire rempli de chiens momifiés. Le site se trouve à Saqqara et les catacombes sont dédiées au dieu de l'au-delà à tête de chacal Anubis. Anubis était particulièrement populaire auprès des Égyptiens de l'Antiquité. D'après un égyptologue de l'université américaine du Caire, l'acte de momifier les chiens en Égypte était en réalité un moyen pour les gens de s'assurer que leurs précieux animaux de compagnie allaient dans l'au-delà après leur mort, et aussi parce que beaucoup de gens considéraient leurs chiens comme la manifestation du dieu Anubis. Certains faisaient même momifier leurs chiens pour les offrir à certains dieux dans l'au-delà. Il y a des milliers d'années, ces catacombes étaient un lieu où les gens déposaient leurs chiens momifiés pour une poignée de raisons religieuses. Et selon les archéologues, ils en ont déposé près de 8 millions et découvrent des secrets incroyables cachés dans des œuvres d'art iconiques en cliquant sur cette vidéo.